On repart les amis, on repart avec... Alors, là aussi c'est Mathieu qui veut parler de ce qu'il appelle le bullshit des NFT. Et donc, il se trouve qu'hier, Mathieu, Carrefour a publié donc cette vidéo qu'on va voir. Carrefour s'installe donc à acheter un terrain dans le métaverse. Voilà, donc ça c'est le terrain de Carrefour. Alors, dans un métaverse, encore une fois, faut quand même un tout petit peu l'expliquer encore. Donc ce sont des univers virtuels en 3 dimensions. Celui-là, c'est un des plus célèbres d'ailleurs, hein, c'est celui de Sandbox. Juste, est-ce que tu sais que donc une boîte qui fait de l'université en ligne, de l'enseignement virtuel qui s'appelle Republic Realm, a acheté dans The Sandbox un terrain pour 4,3 millions de dollars. 4,3 millions de dollars. Donc, ça une place dans le métaverse. On ne sait pas combien Carrefour a payé. Et donc pour Carrefour, pour l'instant, l'idée c'est, on va voir ce qu'on en fait, on ne sait pas encore. A priori, pas vendre. C'est pas l'idée de faire un supermarché, c'est de faire des événements virtuels, c'est pourquoi pas faire des lancements de produits. Et puis surtout, c'est de voir comment se comportent les clients. C'est de... Oui, c'est un média. Un média, mais enfin, tu vois, le prix à 4,3 millions de dollars... Ça fait cher le pixel. C'est-à-dire, ils ont dû payer un peu de sous quand même. Alors, je ne sais pas où ils sont dans The Sandbox, parce que tu auras l'équivalent des Champs-Élysées, évidemment, dans ces grands univers, dans ces grands métaverses, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de se positionner comme ça pour apprendre des utilisateurs, expérimenter, etc. Je pense qu'on en a besoin en France, hein, de ce type de prise de risque. Après, je te rejoins. C'est de la communication, des relations publiques, ça permet de donner une image de modernité à un secteur de la grande distribution qui n'a pas encore conduit sa transformation digitale. Faut se le dire. Hein. Enfin, pas en France. Pas en France. Walmart l'a fait. Quoi. Walmart l'a fait, exactement. C'est une des rares exceptions. Maintenant, sur cette inflation, sur le prix des terrains que tu as dans Sandbox ou autre, si tu veux, moi, je le mets en relation avec une mini-bulle qui est en train d'exploser, mais qui est plus un phénomène d'ajustement, c'est le Bitcoin. On a quand même 1300 milliards de dollars, oui, qui se sont évaporés en quelques jours. Oui. Oui. Enfin, sur le Nasdaq aussi, quoi. Enfin, tu vois, les sous-jacents sont pas les mêmes. Non, on est d'accord. Non, je veux pas qu'on parle fasse un débat sur le Bitcoin, mais la baisse là, elle est quand même très relative. Enfin, sur le Bitcoin. Oui. Je veux dire, bon, ils ont perdu la moitié de leur valeur. J'en sais rien. Moi, tu as des titres sur le Nasdaq qui ont perdu 80-90% de leur valeur. Mais si tu veux, la question, c'est la valeur en fait. Quelle est la valeur de ce terrain? Quelle est la valeur d'une image de Ronaldo que tu achètes et qui est mise aux enchères, etc. En fait, d'un côté, on a des gens qui vont utiliser de petites applications. Aux États-Unis, tu en as une qui est très à la mode, qui s'appelle Robinhood. Oui, bien sûr. Ouais. Qui permet d'acheter de la monnaie virtuelle, etc. Et ceux qui ont été qui permet de faire du trading, surtout. Et justement, Robinhood a perdu 80% de sa valeur. Exactement. Donc ça permet de mettre à disposition du plus grand nombre des produits d'investissement, etc. Ça permet aussi d'alimenter ces bulles, parce qu'il y a des requins d'un côté. Beaucoup de VC, 45% aujourd'hui des investissements dans les monnaies virtuelles, en fait, sont appropriés par des VC. Ça, c'est un des grands changements qu'il y a eu par rapport à la situation il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on a des réajustements. Maintenant, par rapport à Carrefour, est-ce que c'est un nouveau modèle économique? Est-ce que ça va bouleverser? Donc tu penses que tout ça, c'est de la poudre aux yeux? En gros, globalement, tout ce que tu viens de nous décrire, là, Mathieu, toi qui es dans la tech, hein, oui, c'est de la poudre aux yeux. Non, c'est la poudre aux yeux. Et de l'autre côté, tu as des initiatives de fonds, en fait, sur... notamment chez LVMH, qui fait des choses très intéressantes avec la blockchain, qui permet de tracer les produits, par qui ils ont été achetés, etc. Là, on voit mais ils font des NFT aussi. Hein. Ils font des NFT, si tu veux. Mais ce sujet des NFT du métaverse, pour moi, ça fait partie des mots-clés, si tu veux, qu'il faut avoir en termes de relations publiques quand on veut donner une image de modernité. Maintenant... Reprenons rendez-vous dans 12 mois. Là, il va y avoir du débat. Là. On parlera de Zigfox et de Quant. Oui, on va en dire un mot de Zigfox et de Quant, mais François est évidemment pas du tout d'accord avec ça. Du tout. Alors, en partie, non, je trouve, bien entendu, c'est une démarche de communication, de modernisation de l'image, voilà. Ensuite, il faut prendre date. Alors, je crois que les horizons de déploiement réel du métavers, c'est à horizon 5 ans, 10 ans, donc on a le temps de voir venir. Mais en effet, c'est une manière de prendre... Je pense qu'en revanche, il y a un potentiel à terme, pas là maintenant, pas 2022, 2023, 2024, etc. Mais à terme, il y a un potentiel de business absolument gigantesque sur le matériel. Donc,
C'est le propre de ces... Ça peut générer des bulles, d'ailleurs, quand on a de l'enthousiasme. Bien sûr, comme ça, collectif. L'innovation est forcément une bulle. L'innovation, des entrepreneurs, des investisseurs, avant l'heure. C'est ça le problème. Un enthousiasme financier trop précoce peut générer quelques déceptions. Voilà. Ensuite, en effet, je pense que c'est prioritairement une démarche aujourd'hui à date de communication. Ça raconte quand même que Carrefour s'inscrit dans la durée et prépare le monde d'après. Je ne sais pas si on peut la revoir la vidéo. Moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est que c'est quand même très très cheap, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est Atari, là. Tu as raison. Le graphisme est amélioré. Donc, quand tu dis ça va prendre un peu de temps avant ça va progresser. Voilà, c'est ça. Hein, je suis surpris du truc. Le graphisme est à pleurer. Bon. Écoute, moi, face à ces sujets-là, j'ai toujours 2 temps. Le premier temps, où je te rejoins, je me dis, mon Dieu, quel bullshit à nouveau, et on est sur simplement un média, une opération de communication, du ripollinage de modernité, etc., etc. Je travaille pour une star mondiale du foot, qui a été contactée par Sorare pour faire partie de l'écurie, vraiment en guest star absolu dans le système. Et ce footballeur m'a dit, tu comprends quelque chose? Et j'ai tenté de lui expliquer donc, le principe de ces cartes virtuelles de joueurs avec ce marché d'échange, de bourse, etc., etc. Je dois dire que j'ai eu pas mal de difficultés. Ça, c'est le premier temps. Je suis toujours très sceptique. Non, mais parce que c'est simple comme bonjour. Oui, il y a une carte. Je ne sais pas quel est le nom de ce joueur. Je ne le connaîtra pas, malheureusement. Je ne te le dirai pas. Il y a une carte. Mondiale. Alors, tu en fais une, tu en fais 10, tu en fais 100, tu en fais 1000. C'est toi qui choisis. Le cours, évidemment, sera fonction de la rareté de la carte et de ta notoriété. Enfin, c'est du basique, et quoi. Et après, pour compléter, je lui dis, écoute, c'est du Panini virtuel. Voilà. Bien sûr. Donc, j'étais complet. Premier temps, scepticisme. Et puis, second temps, il y a toujours quelque chose qui se passe qui échappe aux concepteurs, à ceux qui l'utilisent dans les premières années, dans les premières heures, qui est l'utilisateur. Et l'utilisateur, le client, celui qui participe, est souvent bien plus créatif avec la technologie de base et de départ, et va inventer, créer des usages qui sont des usages que les concepteurs de départ n'avaient pas imaginés. Qui aurait imaginé qu'un jour, les smartphones seraient essentiellement utilisés par les 10-20 ans pour des applis de jeu ou des applis de chat? Et uniquement comme ça. Pas comme un téléphone voix, mais comme un téléphone sur lequel on chatte. 20% des gens ne répondent plus au téléphone. Absolument. Voilà. Donc, je me dis que ces univers-là seront demain investis par la créativité des utilisateurs. Donc il faut y être. Et donc il faut y être. Donc quitte à payer, je ne sais pas combien ils ont payé, mais sans doute un petit $1 million dans un coin, tu vois. Donc il faut y être. Donc il faut y être et attendre de voir comment les utilisateurs s'en saisissent. Et à mon sens, ce sont là les vrais critères d'arbitrage, d'investissement supplémentaire ou pas, c'est de voir comment ses propres clients, ses propres utilisateurs réinventent la technologie qu'on vient, l'utilisation de la technologie qu'on vient de leur mettre à disposition. Non, François, tu voulais ajouter non, mais tout à fait. Je pense que c'est très juste. Enfin, si je peux me permettre. Je t'en prie. Je t'en prie. Si je peux me permettre d'être d'accord. Surtout sur ces sujets-là où on a des appétences fortes d'une partie des publics, qui se disent qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, qui ont envie, une partie des gens qui ont, pas tout le monde, etc., mais une partie des gens qui ont envie de se projeter dans cet univers virtuel, d'y faire quelque chose, de réinventer leur vie, aux gens qui ont envie de réinventer leur vie, leur pratique, bien entendu, les usages de consommation, d'achat, etc. Donc c'est un magnifique laboratoire. C'est-à-dire, en attendant une rentabilité à venir, en attendant dès aujourd'hui, c'est un magnifique laboratoire d'observation des comportements, des usages, des envies, des pratiques. Mais la révolution, je pense, elle se passe, la révolution des années qui viennent, c'est là qu'elle se... Enfin, notamment, il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, mais l'une des révolutions majeures, c'est là qu'elle se passe. Et je pense que c'est un des grands défis qu'on a beaucoup en France, c'est l'ouverture, en fait, de cet espace. Pour pas faire en sorte que ce soit un supermarché Carrefour avec des règles bien établies et que ce soit ouvert au maximum d'utilisateurs, en fait. Et ça, c'est... on a vu pas mal d'entreprises qui se sont lancées comme ça dans le passé, qui ont vu cornaquer. Avec des NFT à 29 centimes. Elle est pas mal. Non, mais tu vois, ouvrir cet écosystème à des utilisateurs, à des petites entreprises, parce que je vous rejoins, en fait, on n'a pas encore trouvé le cas d'usage du métaverse. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans les vidéos... Ah bah attends, mais il faut que ça démarre. Il faut que ça démarre. Tu soulignais la partie éducation, il y a sûrement de très belles choses à faire là-dessus. Donc effectivement, il faut ouvrir.
Mais tu sais, le truc quand même, c'est qu'on a... on a de la mémoire et puis on commence à avancer en âge et donc j'en ai déjà vécu une, moi, révolution industrielle. En fait, vraiment aux premières loges, enfin à la tête d'une chaîne économique, c'était l'iPhone. Et j'ai vraiment le souvenir de gens pour lesquels j'ai une estime énorme, qui étaient dans le secteur, mais qui sont passés au travers, mais de manière... Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, j'en sais rien. D'ailleurs, et tu as raison, tu veux parler de Sigfox, c'est un très bon exemple. Sigfox, moi donc Sigfox, je le dis rapidement parce que il est peut-être aujourd'hui moins connu qu'il ne l'a été à un moment. Donc Ludovic Lemohan, entrepreneur incroyable, qui veut faire monter le premier réseau pour les objets connectés. Et les objets connectés, il leur faut... Enfin, il y a un élément indispensable, c'est un réseau qui consomme le moins d'énergie possible. L'idée est que dans les objets connectés, on aille le moins souvent possible changer des piles ou les recharger. C'est comme ça qu'ils peuvent être très très utiles. Bon... vision sans exécution n'est qu'hallucination. En l'occurrence, la vision est sans doute la bonne. L'exécution n'était pas là et donc Sigfox, effectivement, a déposé le bilan. Après, j'en sais rien, enfin, peut-être 10 ans. Hein. Ils ont monté d'ailleurs un début de réseau. Enfin voilà, ça existe. Il y a eu du physique. Ouais. Mais voilà, l'exécution n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dessus ? Il y a ça et puis il y a Quant, qui a une histoire un peu différente parce que Quant, on sent bien que c'était une volonté politique très très forte. Bon, mais en l'occurrence, Quant, l'histoire n'est pas finie. C'est vrai qu'il y a eu une rumeur disant que Quant était à vendre. La rumeur a été démentie. J'ai vu des chiffres, moi, à peu près crédibles qui disent que Quant, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros de dettes accumulées sur un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions. Donc, bon, c'est pas viable, clairement. Et donc, c'était quoi ton point là-dessus, Mathieu ? Il y a deux points communs sur cette affaire. Je n'aborderai pas le sujet du soutien de la BPI, du rôle des investisseurs. Ah bah oui, soutien public, forcément. Bon, oui. Enfin, oui. Le premier sujet, c'est que ce sont les utilisateurs, si tu veux, parce que Sigfox, en fait, a toujours un produit qui est génial. C'est vrai que faire venir des utilisateurs et des entreprises tierces pour développer des applications dessus, c'est un vrai challenge et probablement qu'ils n'ont pas eu les moyens de leur ambition, si tu veux, pour développer cet écosystème. Parce que développer un écosystème comme l'a fait Salesforce... Ah bah c'est un réseau même qu'il faut développer. Attends, c'est un réseau, c'est encore plus dur. Oui, mais... C'est encore plus dur, c'est du physique. Les deux vont de pair, si tu veux. Plus ton réseau... Oui, tout à fait. Enfin, bah, bien sûr. Tous les spectateurs connaissent l'histoire, je pense, sur l'effet réseau. Maintenant, la puissance du réseau, elle vient aussi du nombre d'utilisateurs, si tu veux. Bien sûr. Et je pense que là-dessus, il n'avait probablement pas de moyens suffisants. Et puis ensuite, il y a l'exécution, c'est pas neuf. Et je regardais récemment Glassdoor, qui est une application où on peut noter les employeurs. Les problèmes ne sont pas nouveaux. Hein. Enfin, déjà, il y a 2 ans, en fait, il y avait des messages un peu alarmistes sur l'exécution. Donc, sur Sigfox, tu veux dire ? Sur Sigfox, oui. C'est une occasion manquée. Ah bah, enfin, on peut en dire un mot, parce que je le connais très très bien. Ludovic a le défaut de tous les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il est insupportable. Génial et insupportable. Enfin, je crois que c'est... Voilà. Et effectivement, quand les choses se tendent et commence à déraper, ça doit être très très compliqué de travailler avec ces gens-là. On dit ça aussi chez Amazon, chez Tesla, mais ça marche quand même. Donc, oui, bah voilà. Avec des patrons insupportables, bien sûr, mais qui ont quand même un succès. Mais souviens-toi, mais le point de bascule, à un moment, tu as un point de bascule. Bien sûr. Souviens-toi d'Elon Musk, cette interview surréaliste au New York Times, voilà, où il dit qu'il est sous antidépresseur en permanence, etc. Bon, voilà. Et puis à un moment, paf, tu as le point de bascule, c'est bon, tu as gagné. Non, on a l'impression que les facteurs financiers, et puis en effet de mise en œuvre concrète sont plus déterminants. C'est ce que je voulais dire, que la personnalité du patron. Oui, mais Stéphane, non, mais c'est sur le réseau. Vas-y. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les investissements nécessaires pour déployer le réseau, pour être adopté, etc. Je pense que c'est aussi une entreprise qui a une culture très télécom, en fait. Très portée sur le déploiement du réseau, bien etc. Sûr. Et je pense que les règles du jeu ont un peu changé, que si tu n'es pas au contact des utilisateurs et que tu n'as pas une communauté d'utilisateurs démente, en fait, tu réussiras pas. C'est l'histoire qu'on a eue ces 30 dernières années en France avec des boîtes qui étaient des boîtes d'ingénieurs très focalisées sur le réseau et qui ne pensaient pas assez utilisateur final. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec Sigfox. Je sais pas. Ça, je sais pas où est-ce que ça a Non, mais là où c'est super... Pardon, juste très très vite, c'est que tu as parfaitement raison de mettre ce sujet devant, parce que quelque part, c'était le poste avancé de nos fameuses licornes. Donc à un moment, il faut monter à l'échelle. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut monter à l'échelle et c'est là que ça va se jouer. Rien n'est gagné quand tu vaux 1 milliard, en fait. Rien.
Oui, c'est toujours le même sujet du passage de la French Tech à la French Fab, c'est-à-dire à un moment donné... Ou à la World Tech. Ou à la World Tech. À un moment donné, ce changement d'échelle... mais j'insiste, toute l'économie de la tech est fondée sur la capacité, pardon d'être redondant et de reboucler, sur la capacité à un moment donné d'attirer, de fédérer, de fidéliser des utilisateurs. Ce sont eux qui font vivre, rendent performative la technologie. Oui, mais là, c'est du B2B, Zigfox, hein, on est d'accord. Hein. Pareil, le même sujet utilisateur avec du B2B, même sujet. La même problématique. Et c'est vrai que de ne pas penser en termes d'application, c'est déjà faire avancer cette boîte avec un boulet. Et à propos de compte, on est sur le même sujet. Hein, tu sais, c'est penser utilisateur, se mettre à la place de l'utilisateur et trouver une application, bon Dieu. Là, ils l'ont fait. Là. Alors là, tu peux pas leur reprocher. On peut leur reprocher énormément de choses. Tu sais, mais ils ont construit leur truc sur l'utilisateur, Quant. Celui qui ne contrôle pas vos données. Tu sais, c'est Quant est installé par défaut sur tous les postes de travail dans l'administration. C'est pas aujourd'hui. Ça n'a jamais été user-friendly. Et il y a une petite blague qui circule dans l'administration. C'est quoi la première requête qui est passée sur Quant? Google. Voilà. Bon, c'est l'ordre de la... Chrome. Mais... Chrome. Ouais. Non, c'est pas... Vas-y, François. C'est très intéressant, Quant, sur le prérequis de la vertu des gens. On considère que les gens aspirent à la vertu et donc pour préserver, alors intérêt personnel aussi, pour préserver leurs données personnelles, ils vont privilégier Quant. Alors Quant était militant. Oui, Quant était militant. Bien sûr, alors, j'ai trouvé des chiffres pour le plaisir de notre rencontre formidable. C'est un sondage réalisé aux États-Unis qui a été publié dans le Washington Post il y a quelques mois. Est-ce que vous faites confiance à un certain nombre d'opérateurs pour bien gérer vos données personnelles, pour être respectueux de la vie privée, etc., etc. Amazon, oui, 53%. On était aux États-Unis. Amazon, oui, 53%. Google, 48%. Encore mieux, TikTok. 12% des Américains font confiance à TikTok pour bien gérer et être les données personnelles et être respectueux de la vie privée. Voilà. Et Facebook, 20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même des structures qui fonctionnent quand même pas mal, bien que elles soient considérées comme peu vertueuses en termes d'utilisation des données personnelles. Donc c'est très intéressant parce que la vertu, Quant, c'est quand même construit en effet avec le service public, l'idée d'avoir quand même un opérateur français voire européen dans le respect des données personnelles et tout ça est formidable, hein, c'est pas la question. Voilà. Sauf que, est-ce que c'est l'élément déterminant du succès d'une aventure? C'est pas évident. Et comme disait Macron, aux États-Unis ils ont les GAFA, en France on a le RGPD. Stéphane Soumier reste sans voix. Non, parce que je pensais à... alors, mais on fait que de la citation, là, mais je pensais à ce que disait Eric Schmidt, tu sais, le fameux Don't Be Evil. C'est-à-dire, évidemment, moi, je suis un citoyen paisible, tranquille, mais TikTok peut... Enfin, en l'occurrence, TikTok, je ne connais pas, mais Google peut faire ce qu'il veut de mes données personnelles, j'ai aucun problème. Bien sûr. Et au contraire, ça me facilite la vie. Et à la limite... Donc, vas-y, Google. Alors, si tu peux me donner un peu de sous, bon, mais en même temps, j'ai assez peu de... Mais voilà, je fais du bricolage, je fais des recherches en bricolage, je suis content de voir apparaître des tournevis ou des perceuses partout. Exactement. En utilisant mes données personnelles. Alors, exactement. Quant, certes, respecte mes données personnelles, mais je ne vois pas apparaître tous ces tournevis et ces perceuses magnifiques. Exactement. Ceux qui nous font l'honneur de regarder cette émission régulièrement, je tiens une chronique de l'achat d'un vélo électrique. Il se trouve que j'en suis au stade de l'assurance pour le vélo électrique. C'est quand même, faut y passer un petit moment. Hein. Enfin bref, parce que tu as quand même des compagnies d'assurance, je dis ça, pardon, hein, tu as quand même des compagnies d'assurance qui te vendent une assurance pour laquelle tu vas payer 12 € par mois. Je ne sais pas si je vais la citer à la fin de mon anecdote. Qui en fait... ne t'assure que si ton vélo est volé dans un local privatif fermé à clé. C'est ça. T'es content. T'es content. T'es content. T'es content. Non, je vais pas la citer. C'est mutualiste, tu sais. Ouais. Puis après, ils donnent des leçons à tout le monde, tu sais. Et voilà, on n'a pas d'actionnaire, nous, on fait pas de profit sur le dos du client. Non. En réalité, non. Ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement compliqué cette histoire d'assurance de vélo qu'effectivement, tu es très content une fois que tu as fait une première démarche et que tu n'as pas été au bout. Pim, de voir arriver énormément de propositions où tu trouves ton bonheur. Mais c'est un sujet fondamental, je crois, parce que les questions éthiques progressent. Il y a le beau livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, de David Tesmar et Augustin Landier qui vient de sortir sur le prix de nos valeurs. Augustin était avec nous la semaine dernière. Très bien, voilà. Et c'est un livre dont la réflexion est extrêmement féconde sur la manière dont on transpose nos valeurs, nos aspirations, notre éthique en réalité sonnante et trébuchante, financière, etc. Bon, là,
qu'on est un peu sur... Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même un substrat qui est commun. C'est-à-dire que le développement d'un moteur de recherche comme Quant, si l'éthique prend l'eau, après tout, pourquoi pas? La seule sujet, au fond, qui est un élément bloquant, c'est un préjudice qui met directement, qui se retourne contre moi. Voilà, c'est ça. Si, sur Quant, je parle de ma maîtresse et que si la Terre entière connaît le nom de ma maîtresse, ça m'embête. Ouais, c'est-à-dire que là, je trouve un préjudice direct qui me concerne. Mais sinon, tant que l'utilisation de mes données personnelles ne se retourne pas contre moi, c'est-à-dire tant que ça ne me porte pas préjudice. Mais est-ce qu'il n'est pas... Enfin, parce qu'il y a la question de l'argent public. Non, mais il y a la question de l'argent public là-dedans. Moi, j'ai toujours trouvé parfaitement légitime, alors pour le coup, le soutien public à Quant. Parfaitement légitime. Si on considère que c'est un enjeu de souveraineté, et visiblement beaucoup de gens considèrent que c'est un enjeu de souveraineté, effectivement, je ne vois pas pourquoi. Enfin, je trouve ça bien plus intelligent de soutenir Quant que de bloquer les prix de l'électricité. Stéphane, tu as absolument raison. À la limite près de ce qu'on vient de se dire, et que je reformulerai, si tu le permets, avec plaisir, en disant simplement, si tu n'as pas l'utilisateur au bout, militant, et la consommation militante n'existe que si à un moment donné, elle a un retour pour toi de façon très égoïste. C'est-à-dire tu es capable de consommer de façon politique, de façon éthique, que si ça te rend aussi en retour à un moment donné un service individuel, eh bien cet argent-là, l'argent public, il est investi à fond perdu. Il est investi à fond perdu. Non, parce que là aussi, on aurait pu espérer qu'ils trouvent justement, voilà, alors moi je l'ai, j'avoue, jamais utilisé, mais qu'ils trouvent le bon équilibre. Le bon équilibre, enfin que ce soit facile à utiliser, agréable, avec des requêtes pertinentes, que ça marche, quoi. En termes de com, souviens-toi, et on reboucle dans notre débat, en termes de com, Quant a été vendu exactement dans le registre que l'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, soyez français, vos données seront protégées, on invitait les gens à faire un acte militant. Sauf qu'une fois alors qu'on aurait dû le vendre comme... Absolument, une fois que tu es dans l'expérience, tu t'aperçois que, certes, tu es en train de faire un acte militant, mais que toi, en tant que consommateur, ça ne ramène rien, comparé à Google et comparé à d'autres expériences que tu peux avoir sur Internet. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où tous ces projets, j'allais dire, de promesses militantes à des consommateurs, sont voués systématiquement à l'échec. Je vais plus loin encore. Consommer bleu, blanc, rouge, ça n'a jamais marché. Alors tu liras Tosmar et Landier. À part la bouffe. Tu liras Tosmar et Landier. À part la bouffe, le Made in France sur une grande palette de catégories de produits, mais les gens n'en ont rien à foutre. Mais ça fait beaucoup. Là, tu fais un jugement à l'emporte-pièce que j'aurais peut-être fait avant d'avoir lu Tesmar et Landier. Et en l'occurrence, ils ont fait un gros travail sur la question du Made in France, sur la question très exactement de fausser la concurrence pour préserver la cohésion de la société, puisque c'est bien comme ça que le problème est posé. Et le consommateur est profondément, définitivement, indécrotablement égoïste. François ? Oui, alors pour rebondir sur cet égoïsme, ça fait beaucoup réfléchir sur les conditions dans lesquelles on crée une entreprise et dans lesquelles on investit dans une entreprise. Sur le papier, au lancement de Quant, c'est difficile de leur jeter la pierre. On va dire, il y a Google qui est en situation forte. Alors aujourd'hui, Google est en situation d'hégémonie parfaite. Je crois que 98% des requêtes se font sur Google. Mais pas à ce point-là, non. Mais Google était en situation forte. On peut dire, il est légitime d'avoir un moteur de recherche français ou européen. On a des citoyens consommateurs qui sont préoccupés par la vertu. Allons-y, il y a une voie royale d'une certaine manière. Bien sûr. Et puis non. Donc sur le papier, on est entrepreneur, on se dit on y va. On est investisseur, on se dit on fonce. On est la puissance publique, on se dit on fonce. Qui est blâmable dans cette affaire-là? Sauf que, en effet, ça ne fonctionne pas. Vision sans exécution n'est qu'hallucination. Non, mais c'est un très bon résumé. De qui est cette situation? Écoute, j'en sais rien. Peut-être. Non. Parce que c'est un très bon résumé. On me l'a envoyé quand j'ai lancé. Il n'y a qu'en faisant qu'on se rend compte. Il y a ça et il y a l'autre adage, c'est TTPIM, ta trésorerie est plus importante que ta mère. C'est plus violent. J'aime beaucoup aussi. Elle est plus... mais j'aime beaucoup Elle aussi. est plus Kaira, celle-là. Ah ouais, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, les deux adages d'entrepreneurs. Orpea. Ouais. Alors vas-y, dis-moi un peu, communication de crise. Ils ont eu tout faute du début à la fin? D'abord, pour commencer, et j'élargis le cercle, toute la profession a eu tout faux. C'est-à-dire que ça fait quand même peut-être même des décennies que l'on sait que le secteur des maisons de retraite
est victime en termes d'image d'une caricature, d'une symbolique, qui est la symbolique du mouroir, la symbolique d'une dérive, d'une certaine manière, du soin vers un soin qui doit être rentable. Et la profession n'a absolument rien fait. Alors après, c'est Orpea qui se fait épingler, mais honnêtement, il y a d'autres opérateurs qui pourraient être à la même enseigne. Il se trouve que notre ami Castanet a travaillé sur cette maison de retraite à Neuilly-sur-Seine et qu'il a mené son enquête. Je suis assez convaincu peut-être qu'on ne trouvera pas les mêmes dérives marquées ou aussi flagrantes, mais que grosso modo, l'ensemble du secteur, dès lors qu'il est dans des problématiques un peu d'industrialisation de l'offre, se retrouve dans à peu près des situations comparables. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous sommes face à un secteur, et c'est comme ça que je l'ai déjà fait sur ton plateau, Stéphane, c'est comme ça que j'explique les crises, se crée un contexte d'opinion, année après année, autour d'une profession, autour d'un secteur, autour d'un type de produit, autour d'une industrie, peu importe, autour de laquelle ou desquelles se cristallisent des caricatures. Tout ça se fait à bas bruit. C'est comme une pièce qui se remplit de gaz, et puis il y a un événement. Quelque chose qui va servir de détonateur, d'étincelle dans cette pièce remplie de gaz, et ça explose. Et c'est le moment de la crise. C'est exactement ce qui s'est passé pour le secteur des maisons de retraite avec cette affaire Orpea. L'étincelle est un livre, enquête, publié par un journaliste, mais évidemment que, j'allais dire, cette histoire d'Orpea va rejaillir sur l'ensemble de la profession. Intéressant. C'est-à-dire, ce que tu nous dis, c'est que le secteur était déjà condamné, et que c'est pour ça, en fait, que personne ne traite ça comme un épiphénomène dans cette maison de retraite de Neuilly particulièrement. Toi et moi, on a échangé de longues heures sur l'affaire Kerviel. Qu'est-ce que l'affaire Kerviel, si ce n'est ni plus ni moins que l'étincelle qui fait exploser une sorte de cavalerie de tout le secteur bancaire au cours des années 2000 et qui va les conduire au crack de 2008. Qu'est-ce qui va symboliser, qu'est-ce qui va cristalliser tout ce rejet de beaucoup de sociétés, pas simplement la société française, société américaine, etc., etc. À un moment donné, c'est l'affaire Kerviel. Tu veux que j'aille un peu plus loin ? Qu'est-ce qui est le vrai point de bascule de MeToo et du mouvement des femmes ? C'est l'affaire Strauss-Kahn au Sofitel de New York. C'est ça qui, à un moment donné, va faire basculer dans les esprits, dans l'opinion publique, l'idée selon laquelle des hommes, qui plus est, qui ont du pouvoir, se mettent à faire n'importe quoi à l'égard des femmes. Non, mais c'est intéressant, très intéressant. C'est juste, c'est une question d'acceptabilité, de tolérance ou d'intolérance de la société. Voilà. C'est comme cette célèbre métaphore qui passionne les opiniologues, qui est la métaphore de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la grenouille. Donc si vous jetez une grenouille dans l'eau très chaude, la grenouille immédiatement sort de l'eau très chaude. En revanche, si vous mettez une grenouille dans un bain d'eau froide et progressivement la température de l'eau augmente, on arrive au même résultat. Mais progressivement, on se dit, tiens, finalement, tout va bien. La température de l'eau augmente et la grenouille supporte l'eau de plus en plus chaude. Sauf qu'il y a un moment où la grenouille se met à hurler et s'enfuit en courant. Donc la crise arrive quand même. C'est un peu, je pense que cette métaphore est plus heureuse. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé là avec Orpea. Mais moi, je pensais qu'elle mourrait, la grenouille. Oui, justement, qu'elle sortait pas de l'eau. Oui, c'était ça le problème. Le résultat, même ça finit mal. L'histoire finit mal. Mais c'est qu'elle y passait, je crois, la grenouille. Ensuite, deuxième point, en effet, alors il y a eu 3 temps dans la communication d'Orpea. Le premier communiqué de presse était en effet un peu sidérant, puisqu'il s'agissait de dire, en gros, on passe entre les gouttes. On n'a pas vu le livre. Ne vous inquiétez pas, chez Orpea, tout va bien. C'est tout ça sur leur site. Si ça vous absolument. Ensuite, les 2 autres communiqués de presse ont été beaucoup plus pris au sérieux. Tout ce qui se passe en faisant appel à des cabinets indépendants, etc. etc. Donc, mais la démarche initiale était quand même un peu déroutante. Et puis, troisièmement, ça me semble cette question des EHPAD et des maisons de retraite est un sujet extrêmement délicat. C'est-à-dire, au fond, en effet, on sait tout ça. On y meurt, quand même. Donc c'est un peu compliqué. On y meurt, et plus que ça, je trouve qu'il y a aussi une. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais quasiment une forme de responsable. On y meurt et surtout on n'y va pas. C'est-à-dire que les familles, c'est un sujet que je connais un petit peu, on a des personnes âgées qui sont dans la solitude. C'est-à-dire que leurs proches, leurs familles vont de moins en moins les voir. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes dépendant, et moins l'entourage est là. Voilà. Et je me dis, s'il y avait... Alors, il ne s'agit pas d'exonérer Orpea, etc., ou tout, parce qu'ici, il y a des dévoiements, il faut les signaler, etc. Mais par ailleurs, si... la société, les gens, les familles, les amis, etc., étaient beaucoup plus présents dans ce domaine. C'est juste, bien sûr. Bien sûr, ces dérives ne ça se voit. Là, on parle de choses, on parle des dérives qui sont très manifestes. D'ailleurs, c'est des lignes de défense d'Orpea.
C'est une des lignes de défense européenne que de dire nous étions à disposition et nous sommes à disposition et nous avons les dispositifs pour que les familles puissent nous alerter de dérives qu'elles constateraient. En creux, ça renvoie exactement à ce que tu dis. C'est qu'au fond, les familles venant peu, les dérives, on les voit moins. Après, c'est un secteur qui a été financiarisé il y a quoi ? Il y a 15 ans. Enfin, les fonds d'investissement, les fonds de private equity. Un peu plus. C'est un peu plus. Un peu plus. Oui. Je pense qu'il y a aussi une dérive qui est liée à la financiarisation du secteur. Et puis, Non, Mathieu, tu peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est quand même de l'hôtellerie, quoi. Il n'y a aucune raison que ce soit public. Donc c'est pas parce que c'est privé que ça doit forcément dériver. Justement, laisse-moi terminer là-dessus. Je t'en prie. Il y a une belle chose, il y a un acronyme qui est apparu et on fait beaucoup de communication là-dessus, c'est le RSE ou l'ESG. Dans le monde anglo-saxon. Donc dans l'ESG, il y a l'environnement, il y a le social et la gouvernance. Ton décor est vert. Donc on fait beaucoup de greenwashing en ce moment. Mais derrière Orpea, il y a quand même cette question, mais qui regarde l'extra-financier dans cette boîte ? Il va y avoir une question. Et qui est responsable là-dessus ? Moi, tu sais, je pense aux agences de notation, quand même. Et elles ont une responsabilité lourde. Elles viennent d'où, les informations qu'ils captent pour donner... cette fameuse note RSE. Donc je pense qu'il y a aussi cette question à poser. Très importante. Très importante sur le pilotage extra-financier qu'on a tendance à reléguer sur le métier des asset managers. C'est très technique, très financier, etc. Mais là, on a vraiment un cas concret. C'est que vont faire les institutionnels, les asset managers suite à l'affaire Orpea. Ils ont été les premiers à sortir, déjà. Ils sont sortis, on l'a raconté hier, on y reviendra demain. Ils sont sortis massivement dès l'après-midi de la publication par Le Monde des bonnes feuilles de ce journal. Mais effectivement, et en plus, Orpea a été particulièrement bien noté, visiblement, dans beaucoup de ces indices ESG. Donc, d'où viennent les informations ? Comment sont-elles contrôlées ? C'est une question, tu as raison, Mathieu, qui va être fondamentale, pas seulement pour ce secteur-là, mais pour les autres. Ensuite, en effet, 2 points de vigilance. C'est vrai que on voit apparaître dès aujourd'hui l'idée selon laquelle, évidemment, c'est le privé qui s'en occupe, donc il y a un problème. Et d'où les appels à intervention des conseillers des départementaux, des ARS, du ministère de la Santé, etc. Bon, ce qui est quand même un sujet, on a quand même des cliniques privées par ailleurs qui fonctionnent extrêmement bien, dans le respect de la santé des malades, et qui font le maximum, et les choses se passent très bien. Donc, en effet, il y a un risque de considérer qu'une gestion privée conduit inéluctablement à ce genre de choses. Et le deuxième sujet qui est quand même très frappant, ce sujet me passionne, mais si vous avez le loisir de lire les rapports d'activité d'Orpea de ces dernières années, tout est centré, pendant une quinzaine de pages, sur l'humain, la place prépondérante des résidents qui sont accueillis avec soin, etc. etc. Donc il y a un sujet aussi sur... la part de la communication institutionnelle et puis une réalité qui peut être manifestement parfois en décalage. Oui, mais et donc ça ne faut pas non plus jeter la pierre. Pas ce que nous a dit Jean-Christophe, très précieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas soucié de la réalité. Exactement. Le gaz était là, voilà. C'était déjà sous pression, quoi. Oui, et puis... Bon, on est au bout, on a fini, les enfants. Bon, bien, tant pis. C'était formidable. On se retrouve demain. Mais oui, demain. On se retrouve demain. Mais on reprendra notre discussion autour de l'ESG, justement, autour des notations avec Orpea. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on raconte sur les fonds d'investissement qui, ça y est, sont en train de massivement et hors bilan financer le charbon. Parce que justement, l'ESG ne le fait plus. Tout ça est très intéressant. À demain, les amis.